Sans vouloir à tout prix chercher à être différent des autres, je me suis attaché très vite, dès que je suis rentré dans cette profession, c'est-à-dire d'abord à la locale de Nantes, j'ai mesuré d'abord quel était le poids du suivisme dans cette profession, trop souvent, quel était le poids de cette pensée unique-là, et j'ai essayé de m'en détacher en me tenant tout simplement à une règle simple qui était celle de décrire ce que je voyais. Voilà. Tout ça est en fait assez banal, et je me suis appliqué tout le temps que j'ai pu à aller sur le terrain et à écouter les gens, à tenter d'être leur porte-parole. Et c'est un peu cette même position que j'ai tenue depuis maintenant 40 ans et que je tiens encore aujourd'hui, ce qui m'a valu de me rapprocher lors de l'affaire des Gilets jaunes, par exemple, qui a été une grande manifestation de la détresse démocratique telle que je la pressentais, de participer avec eux tous les samedis. Enfin, je parle des Gilets jaunes, canal historique, de ceux des ronds-points, de cette France silencieuse, avant qu'elle ne soit récupérée par l'extrême gauche. Et donc j'ai manifesté avec eux comme observateur, mais également comme soutien, pour essayer de tenter de corriger l'image épouvantable que l'on voulait donner d'eux à travers les médias, à travers les discours, parce que rappelez-vous, la foule haineuse, la lèpre qui monte, les fascistes, les antisémites, les autres. Enfin bon, il y a eu tout cela, et donc je me suis inscrit également, à chaque fois j'essaie de m'inscrire, non pas, je ne cherche pas particulièrement l'originalité dans mes positions, mais je cherche au contraire à atteindre autant que possible une sorte de vérité qui est celle en tout cas de ceux qui n'ont pas la parole. Voilà. Quelle est ma démarche journalistique très générale et expliquée en peu de mots. Et vous dites justement que votre mission consiste à dire ce que vous avez vu, ce que vous avez constaté durant la crise sanitaire notamment, et puis avant avec la crise des Gilets jaunes et durant tout votre parcours de journaliste politique. Nous avons placé en exergue de la Maxime Cercle-Aristote une phrase de Péguy, tout ce qui l'a uni. Et Péguy disait aussi, vous le savez bien, il faut dire ce que l'on voit, et il faut surtout, c'est le plus difficile, voir ce que l'on voit. Et peu de gens en ont été capables en France, alors que vous expliquez aussi que c'est la culture française qui vous a nourri, qui vous a permis de prendre conscience assez rapidement que quelque chose n'allait pas. Comment vous expliquez cette cécité collective? Comment vous expliquez que vous ayez été l'un des rares, trop rares, à assumer les positions que vous avez assumées? Je me l'explique difficilement, car en fait, encore une fois, ma démarche n'avait rien d'exceptionnel. Moi, je me suis appliqué comme journaliste à d'abord être un observateur, un photographe des petits faits vrais, pour plagier Madame de Sévigné. Donc je récolte dans mes blocs-notes de chaque semaine que je publie depuis 20 ans maintenant, toute une série de puzzles. Dans le fond, je n'invente rien, ce sont des faits que je prends, vérifiés, enfin tout cela, il n'y a aucune... Et j'essaie à travers ceci de dessiner ce qui me semble être la société sans détour, avec une sorte de réalisme que je m'applique, et sans vouloir donner de leçons particulièrement, ni encore moins de tomber dans le piège de l'idéologie, qui est vraiment ce travers qui abîme ma profession. C'est-à-dire que je pense que le journalisme, qui devrait être en effet la profession de la transmission des faits, des réalités, enfin de quelque chose d'absolument essentiel, est devenu en lui-même, cette profession est devenue en elle-même une idéologie, c'est-à-dire une déformation des réalités. Et donc vous avez beaucoup de confrères qui acceptent ce jeu-là, parce que par lassitude, par paresse, par conviction. Et moi j'ai eu la chance, dans le fond, avec ce bloc-notes qui m'a été confié il y a 20 ans, à la mort de Max Clos. Le bloc-notes, je vous en dis quelques mots, il a été lancé en 1952, l'année de ma naissance, par Mauriac. C'était à la table ronde, et ensuite il l'avait institué à l'Express, puis c'était venu au Figaro. C'était quand même le bloc-notes. Alors je ne me compare pas du tout à Mauriac, qu'on soit bien d'accord. Mais enfin, c'était quand même une pièce maîtresse du Figaro littéraire de l'époque. Et donc Mauriac avait inventé cette formule journalistique, qui était quand même une formule journalistique que j'ai respectée, puis Max Clos également, qui était dans le fond d'être le compte-rendu quotidien, enfin pour Mauriac c'était quasiment quotidien, de ce qu'il voyait, de ce qu'il entendait, de ce qu'il lisait, etc. Et donc c'est cette même formule que j'applique à mon tour.
d'une manière bien différente, naturellement, ça n'a plus rien à voir, et qui consiste tout simplement à tenir un journal. Là, je l'ai appelé le journal d'un paria, c'était parce que pour relancer ma position vis-à-vis des vaccins, mais plus généralement, c'est un journal quotidien que je tiens depuis 20 ans, sur les faits, qui donne une vision historique même de ces temps passés, et j'ai pris le risque de les faire publier quasiment tous les 2 ans, tous les 2 ans, afin de montrer, et je ne change naturellement pas une virgule, afin de montrer que mon analyse, mes descriptions, je l'espère, tiennent la route. Voilà, je prends ce risque-là d'être confronté à des erreurs. Il y a sûrement des erreurs, il y a évidemment des erreurs d'analyse, mais je pense que globalement, depuis 20 ans, sans vouloir me pousser du col, je pense que en m'étant attaché à des réalités, à des faits, et en essayant d'ouvrir les perspectives que donnaient ces descriptions-là, je ne pense pas m'être trompé totalement de combat en disant que l'aveuglement collectif nous amenait à des désastres. Et en effet, là, on voit bien que tous les désastres s'accumulent en même temps. C'est-à-dire, on voit que l'éducation nationale s'effondre, que l'hôpital public s'effondre, que l'autorité de l'État s'effondre, que la cohésion nationale s'effondre, etc. Enfin, que tout s'effondre un petit peu sous nos pas. Et cela fait maintenant 20 ans et plus encore, parce qu'avant de tenir le bloc-notes, j'étais éditorialiste, je faisais plus généralement. Et donc, cela fait maintenant 30 ans, 40 ans que j'enfonce les mêmes clous avec cette idée fixe de dire qu'il faut vraiment réveiller le somnambulisme général. Et je commence à me réjouir de voir qu'à travers notamment ce réveil des parlementaires, si je puis dire, ce somnambulisme que je craignais, commence à ébranler également jusque dans la politique établie, si je puis dire. Donc ce n'est pas un combat. Enfin, je dis ça, je parle de moi, pardon, mais je ne suis pas le seul, là, naturellement. Vous avez eu Zemmour également, a fait un truc encore plus colossal que moi, parce que lui, il est passé à l'acte. Moi, je suis resté observateur, tandis que lui a été au-delà de cela et a mis en pratique, et j'ai toute mon admiration pour sa démarche, il a essayé de mettre en pratique précisément cette volonté de dire les faits et d'amener le réel au cœur de la politique. Il a échoué, mais je pense qu'il a ouvert les esprits. Et moi, je continue à mon niveau, qui reste celui du journalisme. Je ne sais faire que ça. Moi, je ne suis pas un politique, enfin, en tout cas pas encore. Et j'aurais du mal, je crois, à me plier à ces disciplines-là. Mais j'essaye également de rester dans une sorte d'honnêteté intellectuelle, dans le fond, à décrire ce qui est devenu souvent l'indicible à cause de ce formidable politiquement correct qui est un mur qui reste à abattre, qui est ébranlé naturellement, mais qui est quand même un mur qui reste à abattre pour, en tout cas, ma profession. Et s'il y a bien quelque chose qui vous réunit avec Éric Zemmour, justement, c'est le courage, et le courage dans l'adversité, dans un écosystème politico-médiatique qui vous place en situation minoritaire. Quelles sont les qualités morales? Comment vous expliquez que vous avez tenu dans votre position de paria, d'une certaine façon, alors que tant qui peut-être, dans le secret de leur cœur, partagent vos options, se sont tus ou n'ont pas osé dire les choses? Je ne pourrais pas répondre pour Éric Zemmour, mais pour moi, je ne peux pas vous dire, c'est simple, c'était quelque chose d'évident pour moi, c'est-à-dire qu'il faut accepter la solitude. Il y a quand même ce préalable-là, c'est que quand vous êtes dans des combats qui sont des combats minoritaires comme ceux-là, il faut accepter de perdre des amis, et j'en ai perdu beaucoup, il faut accepter d'être seul, souvent, seul, je ne suis pas tout seul, j'ai heureusement des bons copains derrière moi, mais enfin, il faut accepter d'abord de se faire caricaturer, il faut accepter l'injure, il faut accepter l'injure, enfin il faut l'accepter, il faut ne pas y prendre, ne pas s'écorcher devant les injures, et il faut surtout, et en effet, accepter de combattre seul et de voir une partie de votre entourage s'écarter de vous comme un pestiféré, et de ne pas en prendre ombrage, parce qu'en étant toujours persuadé, non pas d'avoir une vérité, bien sûr que non, mais en étant toujours persuadé que la démarche que vous appliquez, qui est une démarche, encore une fois, que je vous ai expliqué, qui est une démarche tout à fait rationnelle dans le fond, et est une démarche qui ne peut pas, au bout du compte, qui ne peut pas tromper les gens. Et donc, je me suis, en tout cas moi, pour Éric, c'est sans doute un petit peu la même chose, sauf que lui, il a eu un appui médiatique avec la télévision. Lui, c'est une bête de télévision. Moi, je fais de la télévision un peu par hasard. Et lui, il a eu un confort moral à travers tous ceux qui se sont reconnus dans ses propos, à travers ses prestations nombreuses à la télévision.
Moi aussi maintenant, d'ailleurs, il est très agréable que dans la rue, maintenant que je fais un peu plus de télévision sur CNews, les gens, jamais les gens ne viennent en disant vous êtes un salaud, etc. Les gens disent continuez, c'est bien, etc. Donc on voit bien que les gens sont contents et qu'au bout du compte, on a répondu, enfin en tout cas j'ai répondu à une attente. Et donc cela me suffit dans le fond, de voir que les gens se reconnaissent dans ce que j'ai voulu être, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit préalablement, c'est-à-dire le porte-parole de cette France qui n'a pas la parole. Ou le porte-plume de cette France qui n'a pas l'écrit, si je puis dire. Et donc, voilà, il n'y a rien d'héroïque là-dedans, c'est simplement une sorte d'entêtement, de ma part en tout cas, d'entêtement à vouloir me maintenir dans une attitude un peu répulsive pour toutes les obligations de pensée, pour la fabrique du consensus, pour l'unanimisme, enfin pour tous ces trucs qui nous tombent dessus, et de plus en plus, et singulièrement à travers la crise sanitaire et tout ceci. Et donc je me réjouis. Alors pour Éric, encore une fois, on travaillait dans le même bureau, mais on était tellement proches qu'on n'a jamais vraiment parlé de tout ceci, parce que chacun réagit à sa manière. Et Éric aussi, il a dû subir, bien sûr, et plus que moi même, les attaques terribles de ceux qui voulaient vraiment le faire taire. Moi, je n'ai pas eu l'envergure politique qu'il a pu avoir, donc je n'ai pas eu, ne serait-ce que des gardes du corps. Lui, il se balade maintenant avec des gardes du corps, et moi, Dieu merci, je n'en ai pas. Et je ne me sens pas en sécurité pour autant. Donc voilà, pour répondre à votre question, je pense que c'est la solitude et l'entêtement, voilà, qui pourrait expliquer ma position et le fait que je n'ai pas voulu reculer en rien. Alors effectivement, une partie, mais ce n'est pas le cas, enfin ce n'est pas tout l'ouvrage, pas tout vos biais. Alors ça, vous avez dit que c'est mon blog, c'est pas mon blog, c'est mes bloc-notes. Pardon, pour préciser, parce que j'ai un blog que je tiens qui est autre chose, qui est un blog que j'alimente 3 fois par semaine, qui s'appelle Liberté d'expression. Et là, c'est encore d'autres textes. Ça, c'est le texte du Figaro. C'est effectivement le format du Figaro. Ça, c'est le Figaro en 52 avec François Mauriac. Voilà, c'est ça. Et je ferai mon dernier bloc-notes d'ailleurs la semaine prochaine, après 20 ans de bloc-notes, sachant que Mauriac avait tenu 18 ans, il était mort à la tâche, et Max Clot avait tenu 15 ans, il était également mort à la tâche. Donc moi, je préfère maintenant m'arrêter à 20 ans. J'ai au moins gagné sur eux d'avoir été le plus longtemps dans les bloc-notes, et je vais passer la main parce qu'il faut à un moment donné quand même arrêter. Sur la crise sanitaire, donc, qui couvre une part de ce livre, mais pas la totalité, et bien sûr on abordera d'autres sujets, se pose toujours la question, et c'est le fameux procès en complotisme qui a été adressé à beaucoup, de l'intentionnalité. C'est-à-dire sur les traitements, sur les vaccins, sur les confinements. Est-ce que vous estimez qu'il y a un projet politique derrière, ou qu'il s'agit juste on part au plus pressé, comme on ne sait pas faire, comme on regarde ce qui se fait ailleurs, et qu'ailleurs c'est pire, surtout puisque ça a commencé à l'est, très à l'est de l'Europe. Comment vous voyez les choses? Mais moi j'ai vu ça d'une manière pragmatique, et d'ailleurs c'est le déroulé se retrouve là-dedans, c'est-à-dire qu'au tout début, en décembre 2020, j'ai été comme tout le monde, sidéré par ce qui déboulait dans le fond, et on nous annonçait 500 000 morts, et moi au début je n'avais aucun élément pour penser qu'on nous trompait, donc 500 000 morts, et je crois me souvenir qu'au tout début je dis si c'est ça, il va falloir soutenir le gouvernement et ses alarmes qui sont lancées. Mais très vite je me suis rendu compte qu'il y avait quand même à travers tout ceci une instrumentalisation, et je m'en suis rendu compte une semaine ou 2 semaines après, il faudrait retrouver ça, et qu'il y avait tout de même là, à des propos très excessifs, une instrumentalisation d'une peur, un mimétisme quasi général, mondial, qui d'ailleurs prenait sa source en effet dans le modèle chinois, qui était déjà un peu répulsif, parce que le modèle chinois on le connaît, on va pas épiloguer là-dessus, mais enfin on voyait bien quel était ce monde épouvantable de la surveillance collective, de la dénonciation, etc. Donc déjà tout ceci affleurait. Et donc très vite, j'ai commencé à regarder ailleurs, tout simplement à écouter tous ceux qui nous disaient, et ça a commencé dès décembre 2020, que cette épidémie n'était pas aussi létale, qu'on affolait pour rien, et donc je n'avais moi-même pas aucune opinion, mais je me suis rendu compte que le discours officiel faisait tout pour faire taire tous ceux qui essayaient d'avoir un discours dissemblable. Et donc j'ai reconnu là déjà les prémices de cette dérive totalitaire que j'avais pu voir décrite par les grands auteurs
par Koestler, par Georgiou, par Solzhenitsyn, enfin par tout cela qui explique comment fonctionne cet esprit totalitaire, c'est-à-dire cette manière qu'a le parti de dire que le parti a toujours raison, qu'il n'y a pas d'alternative, que ceux qui sont des contradicteurs sont des dissidents, sont des cinglés, sont bons à mettre à l'asile, etc. Et on a commencé à avoir très vite ce discours-là, ce discours qui était de dire que tous ceux qui estimaient que les États, c'était simplement un mimétisme mondial, en faisaient trop, pour quel prétexte, je n'en savais rien encore, étaient en tout cas des gens bons à mettre dans le cabanon. Et ce qui est tombé sur la tête de Raoult a été très intéressant pour cela. C'est-à-dire que vous aviez un grand épidémiologiste, on peut penser ce qu'on veut de lui et de son caractère et de sa manière un peu excessive qu'il a de se rengorger, mais en tout cas, il disait des choses que l'on n'a pas voulu entendre, au point même qu'on a dit de lui qu'il était un fou furieux et un cinglé. Donc voilà, j'ai vu se mettre en place ce processus totalitaire. Alors je ne dis pas que nous sommes tombés en dictature, naturellement, et je vais éviter ces excès-là, mais malgré tout, on a très vite, les médias en tout cas, ont très vite accepté, et les intellectuels, de se plier à cet hygiénisme d'État qui le 12 juillet 2021 est arrivé à ce point culminant où on a entendu le président de la République à la télévision nous dire que dorénavant, il fallait que chaque citoyen, s'il voulait vraiment être un citoyen, se munisse d'un pass vaccinal pour aller au bistrot, au restaurant, etc. Donc, avec une société de ségrégation, des sous-citoyens, une limitation de la liberté, enfin des atteintes gravissime à la personne humaine, des atteintes gravissimes à la liberté, des atteintes gravissimes à la démocratie. Or, personne n'a moufté, sinon quelques-uns, dont moi, et je ne suis même pas sûr que d'ailleurs que Zemmour, sur ce sujet-là, ait été très présent. Il me semble qu'il était... J'aurais une question après dessus. Je pense pas l'avoir beaucoup entendu, et je me suis rendu compte avec effroi que même le monde intellectuel, hormis peut-être 2 ou 3 intellectuels, mais que le monde intellectuel lui-même n'a pas vu quel était le monde immonde qui se profilait à travers cette société de la surveillance, cette société du non-contact, cette société où on se donnait un coup de poing pour se dire bonjour, cette société où il fallait dénoncer ses voisins, cette société où dans le moindre bistrot, le moindre serveur devenait un petit flic en vous demandant votre QR code. Enfin bref, j'ai refusé ce monde-là. J'ai refusé le QR code. Enfin, j'ai eu le Covid, je ne me suis pas fait vacciner, mais j'ai eu le Covid. Je me suis d'ailleurs fait soigner par le protocole Raoult, j'ai rien eu, j'ai rien senti. Mais donc, quand vous avez le Covid, on vous donne quand même un QR code, mais je n'ai pas voulu, par solidarité, je n'ai pas voulu m'en servir. Je trouvais ça insultant, avilissant que de présenter cette sorte de passe, enfin ce passe, pour aller boire un verre. Donc, je me suis interdit d'aller dans des restaurants, par solidarité avec tous ceux qui également refusaient ce monde. Et je m'aperçois aujourd'hui d'ailleurs que j'entendais le sénateur Retailleau hier ou avant-hier regretter qu'il ait lui-même voté ce pass sanitaire car il avait découvert un peu tard, mais il nous dit quand même quels étaient les effets pervers de cette... lui et d'autres, de cette montée en puissance d'une sorte d'autoritarisme d'État, mais d'un autoritarisme d'État très mal placé, car, de mon point de vue, c'était un autoritarisme d'État qui essayait de feindre la grande faiblesse, au contraire, des pouvoirs publics sur tous les grands sujets régaliens, et qui, au prétexte de sauver des vies, essayait d'instrumentaliser des peurs, d'infantiliser les gens pour se montrer protecteur d'un virus qui n'était pas contre qui une guerre ne valait pas, en tout cas. Rappelez-vous que la déclaration de Macron, nous sommes en guerre, ramenée répétée 6 fois. Alors que non, on n'est pas en guerre contre un virus. En revanche, on pourrait être en guerre contre ceux qui nous font la guerre au cœur même de notre société. Mais là, ceux-là, on les oublie. C'est un autre sujet, mais donc j'ai vu une sorte de diversion politique d'un État très faible qui, au prétexte de cette crise sanitaire, a voulu imposer un ordre hygiéniste, un despotisme hygiéniste qui m'a fait penser qu'à travers la passivité des Français, que nous pouvions basculer très rapidement, dans le fond, dans une sorte de totalitarisme, oui, le biopouvoir qui avait été décrit par d'autres dans les années 60,
avec tous les risques que cela comportait. C'est quelque chose qui peut advenir si on ne se réveille pas, si on ne fait pas attention à la défense de nos propres libertés. Et le gouvernement a été très loin. Il a même été, j'ai entendu Attal à l'époque, il y a 6 ou 7 mois, disant qu'il fallait que le contrat social soit revisité parce qu'il fallait maintenant mettre en priorité les droits collectifs par rapport aux droits individuels. Nous avons été, depuis la Révolution, nous avons été construits à travers les Lumières sur la défense de nos droits individuels. Et là, on est en train de nous dire que nos droits individuels ne valent rien, qu'il faut aujourd'hui y introduire des droits collectifs, c'est-à-dire une sorte de vision collectiviste à la chinoise, quoi, dans le fond, d'une société qui n'est plus la société libérale que je défends, en tout cas. Moi, on peut pas être d'accord, mais outre le fait que je suis très sensible, en effet, aux contraintes d'État, je suis par essence libéral, bien sûr. C'était peut-être le préalable que j'aurais pu vous donner également pour expliquer quelle était ma position. Et donc, mon libéralisme, qui n'est pas simplement, c'est pas un hyper-libéralisme économique, mais mon libéralisme, en tout cas intellectuel, me fait dire qu'il ne peut pas non plus dériver vers une société collectiviste sans dommage pour nos libertés. Et donc, c'est en cela que très vite, j'ai pris position contre cette tyrannie sanitaire, cette dictature sanitaire, cette macrocrature, je crois que j'emploie ce mot à un moment donné, et que je me suis mis à hurler de voir que personne ne hurlait, dans le fond. Et Dieu merci, j'ai pu le dire dans mon journal. Mais même mon journal et tous les autres médias ont suivi, dans le fond, cette pente qui était de dire qu'il n'y avait pas d'alternative, que cette crise était la plus meurtrière, que c'était le mal absolu. Enfin, j'ai tout entendu. Et on se rend compte maintenant, j'ai une émission en CNews le dimanche, dans laquelle j'invite aujourd'hui des représentants de ce contre-discours, notamment des épidémiologistes très sensés comme Monsieur Toubiana, nous avons reçu il y a quelques semaines. Ah ben voilà, donc qui regarde les chiffres et qui lui dit ben non, moi je ne vois pas cette épidémie aussi mortelle, je vois rien, je vois même à la limite rien du tout. Et donc on se rend compte qu'on a vécu, enfin c'est en tout cas une thèse que l'on peut soutenir, dans une sorte d'abord de propagande évidente, de propagande anxiogène et de mensonges d'État. Et de mensonges d'État, comme les mensonges d'État ont pu s'établir de manière plus spectaculaire avec ces événements naturellement de Seine-Saint-Denis autour de Stade de France. Bon, vous voyez qu'à l'évidence, les faits étaient niés, mais je pense qu'à l'évidence également, les faits, mais c'est difficile, encore une fois, là, je n'ai pas toutes les preuves, parce que les preuves vont dire que les faits ont été niés sur cette crise sanitaire, sur sa létalité, sur l'efficacité des vaccins, sur les conséquences des vaccinations pour les effets secondaires, etc., etc., et que petit à petit, là aussi, par une approche des faits, par une approche des vérités, je pense que le voile va se déchirer. Et d'ailleurs, on voit bien la grande réticence aujourd'hui des médias à admettre que les vaccins ne fonctionnent pas, que les pays contaminés sont les pays qui ont le plus vacciné. Je lisais ça très récemment, etc. Enfin, bref. Il y a une réticence naturellement à faire l'inventaire de leurs propres erreurs. Et je pense que là aussi, en alertant sur cette excessive crise sanitaire, je ne pense pas m'être totalement trompé. Je pense même avoir eu raison, il me semble. Enfin, Pour vous, c'est une parenthèse, le Covid-19, dans la mise en suspens de l'état de droit, où le pli a été pris pour la suite. On a vu par exemple la semaine dernière, à l'occasion de la canicule, des préfets prendre des arrêtés d'interdiction de déplacement, etc. Ça portera non, je pense que c'est révélateur, au contraire, d'une dérive très autoritaire, autocratique en tout cas, qui s'accompagne d'une centralisation des pouvoirs. C'est très intéressant, d'une centralisation des pouvoirs, d'un parti unique, d'un hyper-président. Et ce qui est très intéressant à observer, c'est la survenue justement dans cet univers très corseté et aux prises à cet autoritarisme d'État. Il est intéressant de voir que toute une partie de ces Français oubliés que je décris et de qui je me réclame ont réussi quand même à forcer les portes du Parlement qui leur était interdit, enfin de l'Assemblée nationale plus exactement, qui leur était interdit en prenant d'assaut l'Assemblée nationale, non pas comme les supporters de Trump ont pris d'assaut le Capitole d'une manière brutale
naturellement très exagéré et condamnable, mais d'une manière démocratique, en imposant un parlementarisme dans un Parlement qui n'était pas ouvert à la proportionnelle. Et donc on voit bien que cette survenue de la colère française à travers ce vote, qui est surtout un vote Rassemblement National et aussi un vote France Insoumise, bien sûr, plutôt Rassemblement National, parce que la France Insoumise avait participé au fait que le Rassemblement National soit un parti d'exclus, en tout cas dans le débat présidentiel. Et donc on voit, ce qui est amusant, c'est de voir que la démocratie, malgré tout, reprend ses droits par elle-même, par une sorte d'esprit de revanche, et fait revenir par la fenêtre tous ces Français indésirables, ces Français nauséabonds qui avaient été jetés par la porte. Et donc, encore une fois, nous vivons une grave crise de la démocratie qui s'exprime de plusieurs manières, donc à travers ces fabriques de la peur et ces fabriques du consentement qui sont des fabriques artificielles pour amener l'État à se contenter de régler des problèmes qui sont des problèmes accessoires, en l'occurrence le Covid, ou pour amener l'État à une dépolitisation qui lui permet, et ça c'est Macron qui le fait d'une manière spectaculaire, qui lui permet également d'évacuer les grands sujets pour ne se contenter que de sujets, non pas accessoires bien sûr, mais de sujets techniques comme le pouvoir d'achat, le réchauffement climatique, etc. Et en oubliant quels sont les grands enjeux qui nous menacent et qui font que les Français sont inquiets et ont envie de reprendre la maîtrise de leur destin. Donc je vous invite à regarder très, très attentivement ce qui va se passer au Parlement désormais, car là, le peuple s'est installé pour longtemps, j'ai l'impression, et va obliger toute cette oligarchie à se remettre en question, et peut-être, en tout cas moi je l'espère, que ce que j'avais appelé la révolution des œillères, alors c'est dans un autre livre, parce que la révolution des œillères, c'était précisément un petit peu ma démarche, c'était de dire que les idéologies sont obligées de s'effondrer sous le poids des réalités, parce que les idéologies, c'est-à-dire les œillères sont obligées de tomber, parce qu'un mensonge ne peut pas tenir quand le réel le contredit à ce point. Et donc nous vivons cette révolution des œillères d'une manière accélérée aujourd'hui, à travers l'échec des idéologues, qui voient débouler très précisément ce peuple qu'il voulait voir disparaître, ou en tout cas qui l'insultait abondamment. J'entendais encore Bernard-Henri Lévy hier, je crois, sur CNews, parlant du vote LFI et RN comme étant la France, nauséabonde, ou je ne sais plus, la France, je ne sais plus ce qu'il a dit, enfin, d'une injure invraisemblable, nauséeuse, ou je ne sais quoi. Bref, et caricaturant dans le fond la posture de toutes ces élites qui se sont accaparés le pouvoir à leur profit, au profit de ceux qui les soutiennent, avec un mépris et une haine invraisemblable pour toute une partie de la France qui ne demande simplement qu'à vivre dans le fond et à retrouver et à se retrouver dans son propre pays avec le respect de la transmission de la mémoire et de leur histoire, parce que c'est ceci ce que demandent ces Français-là, pas autre chose. Et donc il est intéressant de voir comment cette élite gouvernementale est incapable de comprendre ce qui se passe, incapable de comprendre ce qui est pour moi vraiment une révolution sourde, qui est celle de la survenue de ce peuple indésirable, de ce peuple oublié, auprès de qui moi je me bats. Voilà. Et vous aviez écrit un très bel ouvrage, Le Réveil des somnambules. Oui, alors Le Réveil des somnambules, c'était... alors j'écris plus, je fais deux sortes de livres. Je fais mes bloc-notes tous les 2 ans. Et là, Le Réveil des somnambules, c'est un autre bloc-notes où j'y rajoute... Et sinon, je fais des essais. Le dernier essai, c'était un essai qui s'appelait Les Traîtres. Mais c'est autre chose. J'imagine que ce ne sont pas le même public que les somnambules. Mais là, a priori, les somnambules a priori, oui, j'avais écrit Le Réveil des somnambules après avoir accompagné cette révolution des Gilets jaunes qui me paraissait être très révélatrice et prometteuse de ce que pouvait porter à la démocratie toute cette France périphérique. Cette France qui a été décrite par Christophe Guilluy, qui représente quand même 60% de l'électorat, et qui est une France rurale, c'est la France qui a été écartée des cités, une France des petits blancs, si vous voulez, pour aller vite, mais dans la France des petits blancs, vous avez également une France qui peut provenir de l'immigration. C'est une France qui est la perdante de la mondialisation, dans le fond.
la France des enracinés. J'ai proposé cette dichotomie entre les enracinés et les déracinés. Et là, je pense que ce sont jusqu'à présent, le gouvernement s'adresse aux déracinés, le gouvernement étant lui-même mondialiste, étant lui-même déraciné, ainsi que les cités qui lui servent un petit peu de support et d'apport, en tout cas, pour sa vision multiculturelle. Moi, je pense que l'histoire est en train de s'écrire au cœur des enracinés, c'est-à-dire au cœur de ceux à qui, précisément, on ne veut pas donner ni la parole ni le pouvoir et qui sont accablés de toutes les injures de la terre, y compris des intellectuels et des philosophes qui pourraient quand même modérer leurs propos, à tout le moins, quand eux-mêmes donnent des leçons de morale et défendent les peuples quand ils sont opprimés ailleurs, le peuple ukrainien ou d'autres. Mais dès qu'il s'agit du peuple français, considère que ce peuple-là est un peuple qui doit disparaître. Donc voilà, mon combat, si vous voulez, est auprès de cela. J'ai choisi mon camp, si vous voulez. Mon camp est auprès des enracinés. Et alors, on a un peu désespéré du réveil des somnambules là, pendant la crise sanitaire. Il se passe quelque chose d'étonnant depuis, en l'espace de quelques semaines, puisque les Français ont accordé leur confiance à Emmanuel Macron sans lui donner une majorité franche. On peut se dire que peut-être l'inflation y est pour quelque chose. Est-ce qu'à votre sens, les sujets économiques, les ventres vides sont aujourd'hui vraiment le moteur principal des colères populaires? Et puisque on discute de la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, donc en l'absence de tout député du Parti Reconquête, est-ce que vous estimez que cette dimension sociale a peut-être manqué à Éric Zemmour et qu'une approche plus globale en fait des choses aurait réuni plus de suffrages? Moi, j'ai toujours pensé que la question sociale devait être une question qui devait s'imposer au cœur du discours conservateur. C'est-à-dire que le discours conservateur devrait être, de mon point de vue, et en tout cas moi je me définis comme étant un conservateur libéral et social. Le philosophe Kolakowski disait qu'il fallait essayer de joindre tous ces trois aspects, d'être conservateur naturellement pour préserver ce qui nous rassemble, libéral pour les raisons que je vous ai dites, de lutter contre, parce que le libéralisme est le meilleur antidote contre les totalitarismes, et social, socialiste, je crois même que Kolakowski disait socialiste, moi ça ne voit pas, en tout cas social dans la mesure où naturellement il faut être à l'écoute de toute cette partie de la population qui est la plus vulnérable aux crises économiques et qui ne peut pas se contenter d'assistanat. Et donc en effet la crise du pouvoir d'achat de ce point de vue a été un élément moteur bien sûr, qui a peut-être permis à Marine Le Pen de coiffer très rapidement Éric Zemmour, qui lui n'a pas vu ce problème-là, ou en tout cas l'a vu trop tardivement, a essayé simplement attaché, et il avait raison, à cette idée fixe qui était de défendre malgré tout une identité menacée. Moi je l'ai soutenu dans cette manière un peu obsessionnelle qu'il avait, comme je l'ai moi-même, de vouloir défendre une grande fragilité et de vouloir alerter sur nos fractures. Mais en même temps, je reconnais, et je le lui ai dit d'ailleurs, je crois me souvenir de lui avoir dit, qu'il négligeait malgré tout cette survenue quand même de la crise économique qui méritait aussi des réponses, bien sûr, dans la crise du pouvoir d'achat, si vous voulez. Est-ce qu'il n'a pas, enfin il ne s'agit pas évidemment ici de faire ni le bilan ni le procès d'Éric Zemmour, est-ce qu'il n'y a pas une question aussi sur le refus justement d'avoir considéré par exemple que la question des privations de liberté était un sujet civilisationnel dans cette espèce d'effondrement là, du principe de non-contradiction? On pouvait affirmer que les non-vaccinés devaient se faire vacciner pour protéger les vaccinés, etc. Écoutez, je ne sais pas, moi je ne veux pas... On n'a pas marché un peu à cloche-pied. C'est un ami. C'était quelque chose, il a fait un parcours horriblement compliqué, j'aurais été incapable de le faire. Donc je ne me sens pas capable de faire une critique exhaustive de ce qu'il a... Il s'est trompé, il a perdu, donc il a fait des erreurs, il a reconnu lui-même d'ailleurs qu'il avait fait des erreurs. Ce sont des erreurs qui tiennent, de mon point de vue, beaucoup à son caractère, plus qu'à autre chose, parce que je pense qu'il avait réussi à avoir quand même un public considérable. Il a quand même monté un parti qui fait 120 000 personnes, je crois, en quelques mois. Il a un parti et il a suscité un espoir. Alors,
Moi, je ne suis pas là pour d'abord, je serai incapable de le faire, et c'est à lui d'analyser d'abord quelles sont ses erreurs, mais je crois qu'en tout cas, une partie de ses erreurs est effectivement d'avoir été un peu trop attentif à un sujet unique, et sans voir que la détresse économique également était une détresse qui s'accumulait à cette détresse existentielle. Mais je pense que les deux doivent aller de pair, si vous voulez. Et l'habileté de Marine Le Pen, visiblement, je le constate, c'est effectivement d'avoir vu très vite, parce que c'est une femme de terrain également, peut-être lui n'était-il pas d'ailleurs suffisamment sur le terrain, je ne sais pas, mais c'est peut-être une explication. Peut-être connaissait-il mal la France rurale. En tout cas, elle est mieux implantée que lui, bien sûr, il y a tout un parcours historique. Elle avait senti que cette France vulnérable avait besoin également, non seulement qu'on parle d'elle, mais qu'on la conforte naturellement dans sa situation très précaire. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais enfin voilà, les deux sujets sont bons. Et pour la compléter, je pense que la droite, si vraiment la droite veut s'établir dans la politique, elle doit aborder la question sociale plus franchement. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles François Fillon avait échoué, il était conservateur, il était libéral, mais sur les questions sociales, il était lamentable. C'est vrai qu'il avait fait une impasse là-dessus, et même s'il n'y avait pas eu cette affaire qu'on lui avait mis dans les pattes avec le parquet national financier, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu passer l'étape, tant son indifférence pour la vie quotidienne des petites gens, des gens ordinaires, se voyait dans son discours. Donc voilà, la question sociale doit être... Presque un peu comme vous plaideriez presque pour une sorte de Trumpisme à la française, c'est-à-dire à la fois sur les sujets identitaires, mais en même temps aussi de donner du pouvoir d'achat, et puis de ne pas négliger la vie des gens, leurs droits, leurs libertés. Un peu, et effectivement, c'est ce modèle-là que Zemmour a essayé de suivre, bien sûr. Mais bon, vous voyez bien que Zemmour et Trump, c'est pas la même chose, quoi. Il n'y a pas, ne serait-ce que dans l'envergure des épaules. Et oui, il y a eu un manquement, il y a des leçons à tirer, en tout cas, de cette question sociale-là, qui est en effet une question qui devient prégnante et qui moi-même, que je n'avais pas vu non plus. Je reconnais très, très franchement qu'au tout début, comme je me définissais comme étant libéral, je n'avais pas vu, je parle d'il y a 20 ans de ça, je n'avais pas vu à quel point les gens avaient des difficultés à vivre, mais quand vous allez les voir, vous vous rendez compte à quelle est la détresse des gens. Donc voilà, c'est toujours la même chose, il faut rentrer dans les cuisines, il faut rentrer dans les salles à manger, il faut essayer de voir comment les gens vivent et comment les gens souffrent. Et souvent, l'homme politique et même le journaliste, dans le fond, vivent tous les deux une vie privilégiée, bien sûr, qui n'ont pas toujours la curiosité d'aller voir la vie quotidienne, tout simplement la vie quotidienne. Et peut-être que ça vient aussi d'un parisianisme, et sans critique à l'égard de Paris. Aujourd'hui, quelle est votre vision? Vous êtes, je pense, très attaché au gaullisme, à l'idée d'une France assez centralisée. Quelle est votre vision sur ces sujets-là? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire une nouvelle réforme de la décentralisation? Je ne me définis pas du tout comme étant gaulliste et centralisateur. Moi, je suis plutôt un Girondin. Oui, non, je me mets pas dans des cases. J'ai jamais réussi à me mettre dans un groupe très précis. Non, je suis très attaché aux libertés, je suis très attaché aux enracinements, comme vous avez pu le comprendre. Je suis moi-même provincial, et donc je suis très attaché à mes origines. Quand j'étais jeune, je militais même un peu, j'étais un peu bretonnant, parce que une partie de ma famille était bretonne, donc j'ai même appris le breton. Enfin bon, au contraire, je suis très attaché à la décentralisation, je suis très attaché au localisme, et je me méfie beaucoup, au contraire, des pouvoirs centralisateurs, je me méfie beaucoup des plans quinquennaux, je me méfie beaucoup des certitudes des Parisiens. Je trouve qu'au contraire, la vie la plus riche est la vie qui se déploie localement. Je vais souvent, j'ai une maison en Vendée, je vois bien que la limite, les Français peuvent se passer, dans le fond, et ils se passent d'ailleurs de l'État bien souvent, avec des solidarités, avec des initiatives formidables, et moi je crois beaucoup au contraire, et je pense que la société qui se construit n'est pas du tout la société qui sort du cerveau des énarques, des experts, et de tous
tous ces politiques qui viennent visiter en coup de vent les provinciaux. Non, je pense qu'il y a une vie formidable qui est en train de s'inventer dans la survie souvent, en tout cas dans la solidarité, dans l'enracinement, dans la culture locale, et qui est en train, alors naturellement il faudrait l'illustrer davantage, mais pour ce que j'en vois, moi je vois beaucoup de solidarité, de troc, de retour même à l'agriculture traditionnelle, enfin tous ces éléments un peu disparates qui me font dire que la modernité n'est pas simplement elle est aussi dans la start-up nation, si vous voulez, mais il en faut, je ne critique pas du tout les entrepreneurs qui prennent des risques, au contraire, il en faut aussi, mais je crois que les deux sont liés. Moi, je suis plus attaché, au contraire, contrairement au sentiment que j'ai pu vous donner, je suis plus attaché à ceux qui prennent des initiatives plus locales et peut-être moins époustouflantes, mais qui resserrent les liens de solidarité. Je trouve qu'il y a des très belles choses qui se passent dans les provinces, dans les territoires, comme on dit. Deux dernières questions, puis il y aura un échange avec la salle, oui, et après bien une sûr, signature évidemment des livres de monsieur Rieufol. Il y a la question de l'État français, il y a la question européenne, et nous c'est aussi cet attachement à la liberté politique qui alimente au cercle Aristote une réflexion souverainiste. Vous êtes un observateur de longue date du rapport entre la France et l'Union européenne. Comment vous sentez les choses évoluer? Est-ce que peut-être à l'occasion de la crise du coronavirus, on a franchi un pas vers l'Union européenne fédérale, ou au contraire c'est le délitement final? Et peut-être même d'ailleurs que la crise économique pourrait précipiter, certains parlent aujourd'hui de la fin de l'euro, etc., alors que c'était complètement tabou. Il y a un an. Il y a deux éléments qui se disjoignent, c'est-à-dire qu'il y a eu une crise mondiale qui a amené effectivement à accentuer encore le mondialisme à travers des décisions unanimes. On a bien vu qu'il y avait un mimétisme qui venait de ce gouvernement mondial qui a essayé de s'imposer. Puis en même temps, cette crise sanitaire, mais on pourrait également le dire de la crise ukrainienne, a fait redécouvrir les frontières. C'est très intéressant. Donc la crise sanitaire a montré, alors au début, naturellement, cela heurtait Macron, souvenez-vous, le virus n'a pas de frontières, etc. Tout ce discours qui était pour dire que les frontières n'avaient rien à voir, puis ensuite on s'est rendu compte que les frontières avaient à voir, et donc on a commencé à retrouver une sorte de souverainisme à travers les frontières réhabilitées, et à travers d'ailleurs également le fait qu'on s'est rendu compte que notre désindustrialisation avait fait qu'on n'avait même plus de quoi fabriquer nos propres médicaments, donc avec également une urgence à vouloir maîtriser notre souveraineté industrielle. Donc la souveraineté, me semble-t-il, a repris du poil de la bête, et elle a d'autant plus repris du poil de la bête que tous ceux qui nous disent que les nations ont fait leur temps, que l'État-nation est une vieille chose inutile et que le fédéralisme européen va nous sauver, tous ces gens-là sont les premiers en même temps à soutenir la nation ukrainienne, l'État-nation ukrainien, les frontières ukrainiennes. Et donc il y a là aussi une sorte de contradiction qui me fait dire qu'au contraire nous assistons là à une renaissance, et moi je l'applaudis, je suis très pour, que ce soit pour l'Ukraine ou pour les autres pays et pour la France singulièrement, à un retour aux nations, à l'État-nation, à la notion de peuple, à la notion de résistance même. Et donc je pense que dans ce contexte-là, l'Union européenne, alors j'entends bien que le président de la République, encore aujourd'hui, a fait une déclaration pour dire qu'il voyait que c'était l'opportunité pour la souveraineté européenne de s'établir. Enfin, vous connaissez le débat entre la souveraineté nationale et la souveraineté européenne, il y a une contradiction qui est insurmontable, donc il va bien falloir qu'il choisisse. Et moi, il me semble que la souveraineté européenne a prouvé, en tout cas à travers la crise sanitaire et la crise ukrainienne, qu'elle ne servait pas à grand-chose, parce qu'on n'a pas réussi à avoir les vaccins à temps, et surtout sur la crise ukrainienne, on voit bien à quel point cette souveraineté européenne est tributaire de la puissance des États-Unis, parce que ce sont les États-Unis qui mènent cette guerre en Ukraine, et que l'Europe, cette souveraineté européenne, n'est que le faire-valoir de Joe Biden. Et donc, je suis de ceux qui pensent que je ne suis pas du tout anti-européen, naturellement. Je suis pour l'Europe, une Europe culturelle, une Europe des nations, mais je pense que cette Europe fédérale, d'abord, ne parle pas aux gens, les gens ne comprennent pas ce que cela veut dire, d'abord, les gens ne comprennent même pas à quoi servent ceux qui nous représentent, qui ont la prétention de nous représenter en Europe, ils ne les ont pas élus, ils ne parlent pas le même langage.
et que cette Union européenne-là qui veut imposer un état de droit qui est dicté par la tyrannie des minorités, qui veut imposer un gouvernement des juges, qui veut effectivement par la violence essayer de culpabiliser tous ceux des peuples qui voudraient au contraire redresser la tête et dire qu'ils veulent retrouver leur identité, tout simplement. Toute cette Europe-là est vue vraiment comme un obstacle. Moi j'entends, il faut toujours entendre ce que disent les anciens pays de l'Est qui ont connu l'Union soviétique. Alors je ne dis pas que l'Union européenne c'est l'Union soviétique, mais souvent vous entendez chez eux, malgré tout, des alertes en disant qu'ils reconnaissent quand même dans cette prétention hégémonique, dans cette prétention à vouloir dire le droit, à vouloir excommunier ceux qui ont toujours pareil, c'est ce même processus un peu discriminatoire et post-totalitaire, qu'ils reconnaissent quand même les prémices de ce qu'a pu être cette Union soviétique dans son côté opaque et totalisant. Et donc, moi, je pense que cette Union européenne-là, fédérale, a fait son temps, mais maintenant... et je crois que les réveils des peuples qui s'observent en France, mais qui s'observent également dans les pays d'Europe centrale, qui s'observent en Grande-Bretagne, qui s'observent en Hollande, etc., ce réveil des peuples n'a pas fini d'écrire les pages d'histoire également sur l'Europe et sur cette Europe des nations, qui, me semble-t-il, va être inexorable. Quels sont pour vous, vous nous indiquiez en avant-première, peut-être qu'une page se tourne au moins au Figaro, quels sont pour vous les grands défis politiques pour la France dans les prochaines années? Est-ce que vous dites que la messe est dite pour notre pays? Ah non, la messe n'est pas dite du tout. Non, la messe n'est pas dite. Non, je pense que je crois que nous rentrons dans un processus révolutionnaire. On ne peut pas continuer comme ça, dans une démocratie confisquée, avec une oligarchie au pouvoir, avec un peuple qui est abandonné et qui est insulté. On voit bien que tous les éléments... Vous pensez qu'il n'y a pas de voie institutionnelle possible pour... Je ne crois pas. Il peut y avoir une voie institutionnelle si les institutions s'ouvrent naturellement, et le Parlement, enfin l'Assemblée nationale le montre. Mais en même temps, quand vous entendez les discours de ceux qui sont au pouvoir et de dire que s'il y a une union nationale, elle ne se fera pas avec ceux qui viennent d'arriver, donc encore en excluant une partie de la démocratie, une démocratie ne fonctionne. Enfin, la définition de la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Enfin, il faut quand même revenir à des fondamentaux. Et donc, si cette démocratie reste une démocratie confisquée, cela se terminera mal. Et cela va mal se terminer si effectivement les institutions ne sont pas capables d'amortir la colère française. La colère française, on l'a vu à travers les bonnets rouges d'abord, puis les gilets jaunes, puis les oppositions pas sanitaires. On voit bien qu'elle est dans la rue maintenant pour le moindre prétexte. Et si cet état aveugle ne voit rien de ce qui se passe, à nouveau, et il est bien possible qu'il ne voit rien que de ce qui se passe, ça peut arriver, parce que nous avons un président qui est très imbu de sa personne, mais qui est vraiment aveuglé par ses certitudes. Alors là, oui, je pense que la France peut exploser dans la rue. Je n'en sais rien, mais moi, je vois en tout cas que je conseillerais à toutes les élites au pouvoir de compter leurs abattis, si je puis dire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.